Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre rendez-vous dominical, pour votre émission Bereshit à l'origine. Les communautés juives à travers le monde et à travers leur histoire se sont toujours développées autour de trois piliers essentiels: la prière, l'étude et la bienfaisance. En France, cette règle ne fait pas exception. Les caisses communautaires d'entraide, de philanthropie, de mécénat ont toujours existé. En 1809, Napoléon Ier a donné la mission au consistoire de Paris de centraliser toutes les caisses d'entraide pour qu'elles ne forment qu'une seule et même caisse. C'est la création du CBIP, du Comité de bienfaisance israélite de Paris. Pour en parler aujourd'hui et voir comment est-ce que la philanthropie occupe une place particulièrement importante au sein des communautés, j'ai le privilège et le plaisir de recevoir le président Éric de Rothschild. Vous êtes le président de la fondation Kazip Kojazor, qui est l'émanation du CBIP. Et je voudrais tout d'abord que l'on rentre un petit peu dans votre intimité, si vous me le permettez. La famille de Rothschild, bien évidemment, pilier de la philanthropie à travers toute l'histoire des Juifs de France. Quelle est votre histoire à vous? Comment êtes-vous rentré? Comment êtes-vous inscrit dans le pas de la famille de Rothschild, vous, avec ce nom si particulier au sein de notre communauté? Écoutez, je ne sais pas si c'est dans l'ADN de la famille de sentir que l'autre est terriblement important et surtout l'autre moins chanceux et moins chanceux, je dirais, que nous, ayant moins de moyens que nous, et que donc c'est dans notre ADN, je dirais, de s'occuper de nos affaires, la plupart du temps plutôt bien, mais également de l'autre, et je dirais là également, la plupart du temps plutôt bien. Et il faut bien dire qu'ayant un père comme le mien, qui, lui, était d'un courage fou, car c'était quelqu'un de timide, qui aimait beaucoup l'autre, mais qui était timide, qui ne montrait pas, qu'il ait été à la fois président du consistoire central, du CRIF, du CASIP et de la fondation Rothschild, prouvait, disons, à quel point il était proche de la communauté. Et quand il est mort, je sais que dans tous les quartiers juifs de Paris, la rue des Rosiers, etc., eh bien, beaucoup de personnes presque tous les magasins ont fermé leurs portes ce jour-là. Et c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup quand je pense à lui et que je pense à ce courage. Moi-même, dans le fond, il m'a amené, il m'a mis au conseil de la fondation de Rothschild, il m'a mis au conseil du CASIP, et je dois dire que le côté social m'a toujours, à ce moment-là, je dirais, plus passionné, je me suis plus senti dans le bain de cette chose-là que dans le religieux et le politique. Et donc, je dis toujours, je suis un peu lâche, je n'ai jamais voulu. J'étais pendant un temps, après sa mort, pendant peut-être un an, j'étais au conseil du consistoire, et puis il y a eu un certain nombre de problèmes qui se sont posés. J'ai donc démissionné, et donc je n'ai jamais voulu être ni dans le politique, ni dans le CRIF, ni dans les organismes consistoriaux, bien que je considère que ces deux entités sont extrêmement importantes et que ce n'est pas mon ADN et que je n'y apporterai pas grand-chose et qu'il vaut mieux qu'il y en ait d'autres qui s'en occupent. Alors, Président, si nous pénétrons à l'intérieur de votre famille, à l'intérieur de votre maison, lorsque vous étiez encore enfant, comment est-ce que le sujet de la philanthropie, de l'entraide, de ces caisses de soutien aux familles qui malheureusement sont plus démunies, comment est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous viviez le lien que votre père et l'implication de votre père?
Il était très discret là-dessus. Autrement dit, il ne nous gavait pas de choses, d'approches de ce genre. Mais on savait, on sentait avec lui, on sentait qu'il aimait et qu'il s'occupait de personnes qui étaient dans le besoin, etc. On le sentait bien, et en voyant le nombre de coups de téléphone qui passaient, etc., qu'on entendait, on sentait qu'il était dedans, et je dois dire que je n'ai opposé aucune résistance à rejoindre le conseil du CASIP, etc. Je crois que moi aussi, je sentais que c'était une chose que j'avais envie de faire, qui m'intéressait. Et donc, c'est venu très, très naturellement, je dirais. Vous savez, il y a un enseignement biblique qui nous dit que lorsqu'un trait de caractère, une qualité familiale est ancrée chez les parents, alors cette qualité passe naturellement de génération en génération et qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts supplémentaires pour l'acquérir parce qu'effectivement, ça devient, comme vous l'aviez dit vous-même, un peu dans les gènes, de manière innée, parce que ces valeurs sont essentielles. Mais oui, vous avez raison, d'ailleurs, car j'ai une sœur merveilleuse qui est également très engagé dans la philanthropie, un frère qui habite à New York, mais qui est également extrêmement généreux, etc. Donc, mais d'une façon générale, dans la famille, que ce soit mon cousin David et les autres, ou la descendance de Maurice, d'Edmond, Benjamin, etc., tout ça, on est tous très préoccupé et très accessible à cette chose. À la Fondation Kajip Kojazor, nous mettons tout en œuvre pour que les personnes en difficulté, dont l'équilibre ne tient qu'à un fil, ne sombrent pas et puissent continuer à se loger, à se soigner et à se vêtir dignement. On a perdu de vue à quel point c'est important de reconnaître les petits miracles qui nous arrivent tous les jours. On attend des grands miracles, on attend que la mer Rouge s'ouvre. Mais en réalité, nous sommes environnés de petits miracles. Le malheur est que nous ne savons plus les voir, nous ne savons plus remercier Dieu pour les petits bonheurs quotidiens. On est très honorés et fiers d'être ici. Et c'est vrai que d'être ici, ça fait sens aussi pour nous. Dans chaque film, on a essayé de creuser un sillon et on se retrouve en fait à notre place ici avec vous. Donc voilà. Est-ce que pour vous, cette obligation, ce devoir d'entraide, est-ce que vous le placez comme étant un ordre moral ou un ordre religieux? Ou est-ce que vous créez un lien entre les deux notions? Je dirais beaucoup plus... je dirais plus moral. Plus moral, parce que je crois, moi je dis souvent que je suis un mauvais juif, je suis peut-être un mauvais juif et je suis très très juif. Je suis fasciné par le judaïsme. Je n'ai jamais vraiment, je n'ai jamais été dans une yeshiva, je n'ai pas pris des cours de Talmud, mais chaque fois que j'approfondis une notion du judaïsme, je trouve que il y a toujours des choses d'une intelligence et d'une générosité qui me fascine, qui m'émerveille. Et c'est pour ça que je me sens tellement juif, vous voyez. Il y a un verset biblique qui justement nous ordonne et nous rappelle que tous les membres du corps participent d'une manière ou d'une autre à une mitzvah. Et on nous dit que sur l'entraide, il y a deux membres en particulier, celui du regard et celui de la main. Puisque un premier verset va nous dire « Ne détourne jamais le regard de ton frère qui est à tes côtés, qui vit à tes côtés, qui peut avoir besoin de toi, et sois toujours en mesure d'ouvrir ta main, de ne pas la laisser fermer de manière égoïste, mais de l'ouvrir pour aller vers l'autre. » Dans votre famille, et pour vous en particulier, bien évidemment, ces deux éléments sont particulièrement forts. Le souci et la prise en compte de la place de l'autre dans votre quotidien. Et il est très, très important
que ce soit d'ailleurs des personnes qui sont dans le besoin, mais que ce soit également de mon entourage, de ma famille et surtout avec les gens avec qui je travaille. Je me sens vis-à-vis des gens avec qui je travaille, je suis très très concerné par eux et concerné que, je dirais, notre relation de travail soit bonne. Et grâce à ça, je dois dire que j'ai toujours eu des collaborateurs absolument merveilleux. Alors, Président, est-ce que nous pouvons revenir sur quelques curseurs chronologiques de l'histoire du CBIP qui va devenir le COJAZOR, le CASIP. Ça va être extrêmement important et passionnant. On nous dit, comme on rappelait tout à l'heure, que Napoléon Ier est celui qui a donné la mission au Consistoire de Paris, qui était créé par Napoléon d'ailleurs, pour centraliser les caisses de bienfaisance. Comment est-ce que l'on va passer d'un consistoire qui va s'occuper du religieux de la communauté aux caisses de bienfaisance qui vont petit à petit élargir leur vision pour ne pas se contenter d'amener une aide financière à quelques personnes qui en auraient besoin, mais d'avoir une vision beaucoup plus large, éducative, médicale, sociologique. Comment est-ce que les choses vont se créer et se développer au fur et à mesure ? Je crois assez naturellement. Dans le fond, c'est d'abord, je crois que le CBIP est né de la Evra Kadisha, autrement dit, au moment quand on a créé le consistoire, quand Napoléon a créé, qui s'appelait d'ailleurs le Sanhédrin à l'époque, qui s'appelait le Sanhédrin, il y avait évidemment une Evra Kadisha dans la communauté et est-ce qu'il a voulu rassembler cette Evra Kadisha? Je ne sais pas quand, effectivement, le comité de bienfaisance a pris son nom effectif. Ce serait intéressant d'essayer de regarder dans des archives, mais qui seraient probablement très anciennes, pour le faire. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent, la Hevra Kadisha dont vous parlez, c'est le service qui s'occupe, le service funéraire de la communauté. Alors, à Paris, bien évidemment, comme dans toutes les communautés à travers le monde, il y a toujours un service funéraire qui accompagne les familles et qui s'occupe de tout ce qui est lié donc, aux obsèques, aux enterrements et au deuil. Mais est-ce que je me trompe pas en disant que la plupart du temps, la Hevra Kadisha était également une caisse de bienfaisance? Alors, très souvent, puisque les familles pouvaient se retrouver sans les moyens de s'occuper directement des obsèques, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, il y avait ce qu'on appelait d'autres Hevrot. La Hevra Kadisha, c'est donc une compagnie pour la Kedusha, mais on trouvait effectivement d'autres Hevra qui s'occupaient de toutes sortes de bienfaisances pour les futurs mariés, pour tout ce qui pourrait être dans la communauté, pour les dots, exactement. Les dots, on dotait les filles. Exactement. Ce qui est très utile. Non, alors, depuis, dans le fond, ces évrotes-là, comme je dirais, au comité de bienfaisance, ce serait intéressant d'essayer de trouver la date à laquelle ça a commencé. Et c'est le début où on a commencé, dans le fond, à s'occuper des personnes en difficulté, de créer assez rapidement, même dans les années 30, les premiers, ce qu'on appelait des asiles à l'époque. Moïse Léon, par exemple, je crois, qui a été créé pour recevoir les vieilles dames indigentes, a été créé dans les 1830. Autrement dit, malgré tout, très rapidement, on a compris qu'il y avait, dans le fond, ces besoins. Un hôpital d'une 50aine de places a été créé par James dans les années 1850, etc., etc. Les gens ont, surtout avec le développement, je dirais avec le développement de la société industrielle, la pauvreté est devenue infiniment plus visible. Quand c'était dans les campagnes, on s'entraidait, il y avait une façon d'être qui était très différente de celle de la pauvreté industrielle. Et ça, les personnes qui avaient les moyens s'en sont
très vite rendu compte et ont très vite senti qu'il était absolument nécessaire de pallier à cette pauvreté-là. Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette progression de cette caisse de soutien, de ce comité de soutien, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que très rapidement, on a voulu en quelque sorte professionnaliser l'aide. C'est vrai qu'on a une obligation d'aider, mais on a aussi un devoir de savoir comment est-ce qu'on aide, qui on aide, et de ne pas gaspiller l'argent qui a été donné par les membres de la Chevra, les membres de la communauté, pour le transmettre convenablement. Et très rapidement, on va s'apercevoir qu'il va y avoir des règles comptables qui vont s'établir. Et aussi la possibilité de finalement dire à quelqu'un qui peut ne perdre son aide communautaire si jamais, par exemple, il ne scolarise pas ses enfants. Ou si, par exemple, il contracte un mariage sans passer d'abord par le mariage civil. Ça veut dire qu'on voit ici qu'il y a aussi un souci sociétal de faire en sorte que la communauté puisse trouver un équilibre à travers cette aide qui est donnée. Oui, sûrement. Sûrement. Écoutez, il faut toujours revenir à la halakha et au Talmud. Une des exigences les plus remarquables dans la charité est ce degré qu'ils mettent dans la façon de donner. Alors la pire façon, c'est de donner sans vouloir presque regarder dans les yeux la personne à qui on donne. Et la plus haute, c'est de donner du travail et de réinsérer quelqu'un dans la communauté, de lui redonner sa dignité. Je trouve que cette gradation que l'on fait dans la façon, dans le fond, de donner est je dirais, la voie qu'on ne peut pas ne pas suivre quand on s'occupe je n'aime pas ce mot de bienfaisance, je ne sais pas, quand on s'occupe de l'autre qui est dans le besoin. C'est pas un seul mot, mais je dirais c'est plus parlant et ça me plaît plus comme définition. Je pense que c'est symboliquement un moment qui est fort pour eux et qui leur permet de retrouver un petit peu leurs origines. Ça renforce en fait peut-être un sentiment d'appartenance à une culture, à une tradition commune. Toute ma vie, tout mon cœur, j'ai plaidé pour Israël, j'ai fait pour Israël. Et puis voilà, maintenant je suis très heureux d'être venu. Maintenant je peux mourir en paix et avoir connu le nouvel Israël. Alors, au début de l'histoire, pour essayer effectivement de sensibiliser les fidèles à donner pour les caisses de bienfaisance, d'entraide sociale, il y a alors différents piliers, on va dire, qui sont extrêmement célèbres. On parle beaucoup du loto qui était organisé. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Le loto, effectivement, c'était une façon de... le loto a cet intérêt, c'est que si le billet n'est vraiment pas très cher, beaucoup de personnes peuvent participer. Alors, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent se disent « Oh, je vais donner 1 franc, 2 francs, 10 francs. » Ça ne sert à rien. Par contre, quand ils voient le loto, ils se disent « Tiens, je vais donner, j'ai une chance d'avoir quelque chose et je suis en tout cas doublement content parce que si je gagne, je suis heureux. Si je ne gagne pas, j'aurais fait une bonne action. » Et ce qui fait que le loto, la tombola, comme on l'appelait, était très à la mode et du temps de mon père, j'ai une merveilleuse photo de lui en train de tirer la tombola du Casip. Il est magnifique, il est beau, il est jeune et il est en train de sortir les numéros qui vont gagner. Et donc, à la réflexion, on s'est dit, remettons cette chose-là sur la chose. Ça fera en plus un peu mieux connaître le Casip, car le Casip a toujours été très discret.
Et on a toujours, et je considère toujours, que les personnes qui reçoivent, qui reçoivent une aide n'ont pas envie que ce soit une chose qui soit très, très publique, etc. Ce qui fait que le CASIP est toujours resté tout de même dans la discrétion et on n'en parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on reçoit le CASIP ici. C'est la première fois. Et je dois dire que pour moi, c'est quand je pense que le Bereshit existe maintenant depuis 40 ans, je crois. Oh, même plus de 60 ans. Depuis combien? Plus de 60 ans. Plus de 60 ans, et que le grand rabbin Eisenberg a été à sa base. Moi, je connaissais très bien le grand rabbin Eisenberg parce que nous avions des places côte à côte à Kippour. Il venait à la victoire pour Kippour et nous étions côte à côte. Et je dois dire que la chose merveilleuse, je ne devrais pas le dire parce que mais c'était le cas, nous rigolions beaucoup. Kippour était pour moi un moment particulièrement sympathique à cause de ça. Et donc, je suis heureux de rappeler sa mémoire. Bien sûr. Et de pouvoir dire toute mon admiration que j'ai pour lui, comme ça. Le deuxième pilier sur lequel le CASIP se développe, c'est bien évidemment ce qu'on appelle le vestiaire. Le fameux vestiaire qui a été créé en 1855. Alors j'étais aussi très intéressé parce que j'ai découvert que parmi, alors bien évidemment tous les vêtements qui étaient à disposition, qu'il y avait une demande particulière chez les familles aisées de déposer des vêtements pour que ceux qui malheureusement n'avaient pas les moyens puissent porter ces vêtements, on va dire, nobles, jolis, pour notamment se présenter pour rechercher un emploi, pour qu'ils puissent au moins ne pas être bloqués par leur aspect, mais qu'ils puissent être à l'aise et se présenter devant un futur employeur. Et je trouvais cette idée absolument magnifique de donner un accès finalement à un futur emploi grâce à ce vestiaire. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente exactement? Le vestiaire est un élément important, je dirais, de la très très grande panoplie des activités du CASIP. Elles sont si diverses. Nous nous occupons, bien entendu, dans le fond, nous nous occupons de logement, nous nous occupons de livrer des repas, nous nous occupons des bar mitzvahs, nous aidons, nous faisons chaque année une fête spéciale pour toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir une belle fête de bar mitzvah. Alors, ils sont 10, 15, 20. C'est une fête merveilleuse. Il y a des acteurs de cinéma connus qui viennent à cette chose. Donc, pour eux, c'est une fête absolument inoubliable. Et ça, j'adore ce moment. Et on fait une chose, c'est que nous payons le costume et la robe de la mère. Ah, magnifique. Ces dames arrivent merveilleusement et les garçons, et les bar mitzvot et les bat mitzvahs, on fait les deux. Je veux bien insister là-dessus. Bien sûr, pour les jeunes garçons et pour les jeunes filles. Exactement. On peut bien évidemment s'interroger sur la place de l'entraide pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la période de la Shoah, en France, avec toute l'oppression, tout ce que nous connaissons sur cette période, comment est-ce qu'à ce moment, le CBIP encore, a pu maintenir son activité? Est-ce qu'il a pu maintenir son activité? Non, le CBIP, le comité de bienfaisance a été supprimé et toutes ses activités ont été transférées à l'UGIF. Autrement dit, le comité de bienfaisance n'a plus existé. C'est l'UGIF qui l'a pris en main. Je crois que l'UGIF, c'est une histoire à la fois très difficile, très angoissante pour toutes les personnes qui ont été
chargé, dans le fond, de l'UGIF, d'être cet intermédiaire entre une puissance, je dirais, d'une cruauté, d'un vice absolument, dans le fond, épouvantable. Et ces personnes qui étaient coincées entre une communauté que ce soit d'ailleurs les autorités françaises ou les autorités d'occupation, elles ont rendu la vie de l'UGIF absolument, et surtout des dirigeants, dont presque tous ont été déportés, autrement dit, et qui ont essayé de naviguer entre les choses. Et beaucoup de gens ont beaucoup reproché à l'UGIF d'avoir été une entité négative pour la communauté. Je crois qu'il faut vraiment regarder avec, je dirais, beaucoup de précision et beaucoup de réalisme la difficulté qui était l'UGIF, qui était officielle. Pendant ce temps-là, l'OSE, et qui était tout à fait clandestin, la rue Amelot, une entité semi-clandestine, etc., toutes ces entités-là ont travaillé et ont réussi, surtout vis-à-vis des enfants, à faire des choses tout à fait remarquable. Et je dis toujours, la France a une grande particularité dans cette période, c'est que seulement entre 25 et 30% des Juifs qui étaient en France à l'époque et qui étaient, dans le fond, non seulement des Juifs, je dirais, qui étaient très intégrés, mais surtout des Juifs qui étaient arrivés récemment, qui avaient des accents, vraiment des accents qui ne parlaient souvent que yiddish. Donc, ils étaient tellement évident dans une communauté. C'était si facile de les distinguer. C'est la chose extraordinaire, c'est qu'il y ait seulement eu entre 25 et 28% des Juifs qui étaient en France qui ont été déportés. Quand on regarde le rôle du comité de bienfaisance et après ça du CASIP, on voit à quel point il a été absolument indispensable au moment des vagues d'émigration qu'il y a eu, venant dans les années 1830 jusqu'à 1814, etc., qui venaient de Pologne, de Russie, de toute l'Europe centrale. Il y avait des vagues de personnes qui sont arrivées. On a vu dans les années 50, 30 à 40, il y a eu une deuxième vague d'émigration très importante. On dit qu'il y a eu 35 000 personnes qui sont arrivées à la fin du 19e siècle, qu'il y a eu 200 000 personnes qui sont arrivées au moment entre les années 30 et 40, et qu'il y a eu à peu près 200 000 personnes qui sont arrivées après ça des pays du Maghreb, mais également de l'Égypte, de l'Irak, etc., au moment de ces personnes, au moment de ces troubles politiques dans ces différents pays. Et le CASIP a été là, mais vraiment, je dirais, la cheville ouvrière de ces opérations, le CASIP et le COJAZOR. Et probablement, si on a pu si bien fusionné, c'est qu'on avait tout de même tout à fait, je dirais, les mêmes valeurs. Alors, effectivement, comme vous le dites, la France, terre d'asile, par définition. Donc, du coup, on se retrouve à accueillir énormément de Juifs, et pas que de Juifs, bien évidemment, à travers le monde, qui viennent chercher refuge en France. Comment est-ce que le CASIP, le COJAZOR, on va en parler aussi, bien sûr, dans quelques instants, comment être en mesure, être en capacité de se réinventer en permanence, de toujours avoir de nouveaux objectifs à atteindre avec de nouvelles personnes, de nouvelles vagues qui arrivent sur le territoire? Écoutez, si le CASIP a 220 ans aujourd'hui, c'est qu'il a su
tout au long de son histoire, se réinventer. Et depuis que je le préside, dans le fond, ou depuis même que je suis au Conseil, et je crois que je suis rentré au Conseil dans les années, fin des années 70, je l'ai toujours vu être pionnier, comprendre les choses, comprendre les besoins, je dirais presque avant même qu'il se présente. Quand on a repris le bureau du Shabbat, au moment où tout d'un coup le chômage est devenu quelque chose de très, très, très prégnant dans les problèmes de société et de pauvreté. On avait le bureau du Shabbat, d'ailleurs, qui était particulièrement orienté sur les Juifs qui étaient chômeurs Shabbat et qui donc avaient très souvent des difficultés à trouver du travail. Eh bien, nous avons créé dans les années 80 ou 70-80, nous avons créé une maison pour jeunes adultes handicapés dans le fond mentaux qui marche extrêmement bien. On s'est rendu compte que les handicapés mentaux, que les personnes en situation de handicap mental s'intégraient très très mal dans les EHPAD entre guillemets normales. Eh bien, nous avons créé une maison spécifique pour les handicapés vieillissants et qui est absolument totalement pleine et qui marche très 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 bien, qui comprend dans le fond ces besoins de ces personnes qui sont en difficulté et qui ont besoin d'un soutien très très particulier, etc. Et nous avons tout récemment, nous avons créé une entité au CASIP qui s'appelle Émergence, où pour les personnes qui sont en situation de difficulté mentale, etc., pour ces personnes, elles peuvent venir là et elles ont tous les services. Vous avez une fois ou deux ou 20 ou 1000 fois vécu des moments difficiles dans la vie parce que les gens vous ont rejeté, parce qu'on vous a dit des choses déplaisantes. Et malgré tout, vous êtes là et vous montrez à tout le monde que vous y arrivez. Tous les services dont elles peuvent avoir besoin, que ce soit de santé, de relations avec des psychologues et autres soutiens dont elles ont besoin, que ce soit au niveau des transports, que ce soit à tout, elles ont tout ça est réuni là. Et je dois dire, quand on y va et qu'on a, je dirais, des réunions avec ces jeunes ou moins jeunes qui viennent, on est émerveillé de leur énergie, de leur envie d'être dans la société et de pouvoir, je dirais, contribuer à la société. C'est un des moments les plus émouvants. En vous écoutant, en voyant cette émotion lorsque vous évoquez tout cela, on voit que vous le vivez pleinement. Et finalement, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a eu cette transformation entre le mot bienfaisance et le mot action sociale. Action sociale. Ça veut dire qu'on est pas simplement dans une action qui est uniquement centrée sur l'aide financière ou l'aide vestimentaire, mais là, ici, on voit vraiment que c'est beaucoup plus large que cela et que ça accompagne finalement des centaines et des milliers de familles au sein de la communauté. C'est mon père qui a voulu, qui n'aimait pas non plus le mot bienfaisance. C'est lui qui a voulu ce changement de choses. Et pour revenir à une chose qui a été très importante, c'est la fusion avec le Kojazor. Je dirais qu'on a eu, dans le fond, on avait tout à fait les mêmes valeurs. On avait les mêmes valeurs, on avait les mêmes approches. Mais quand je lis et que je regarde les archives du Kojazor, les archives de ces années 46, 48, 50, etc.,
c'est absolument, on voit le courage de ces personnes qui revenaient de déportation ou qui avaient été, je dirais, cachées. On voit l'énergie qu'elles ont eue et qu'en en 1 an, en 2 ans, elles avaient récupéré, qu'elles étaient autonomes, qu'elles n'avaient plus besoin du Kojazor, dont c'était vraiment la chose vraiment très très principale. Et ils ont fait un travail là absolument mais remarquable pour les individus et pour la communauté en même temps. Et effectivement, lorsque je me documentais aussi sur l'action du Kojazor, oui. J'ai été très touché par ce souci en permanence de se dire qu'on ne peut pas imaginer laisser dans la dépendance financière ou dans la faim des rescapés de la Shoah, après ce qu'ils ont vécu, comment est-ce que moralement on pouvait les laisser encore souffrir. Et leur action était effectivement absolument magnifique sur ce point-là. Et on le voit aujourd'hui, au niveau maintenant que nous avons dans le fond fusionné, il y a toujours eu une section qui était tout particulièrement orientée sur les rescapés de la Shoah. Mais maintenant, c'est une section spécifique qui dépense plusieurs millions chaque année. Je dois indiquer pour que les gens n'aient pas peur que le CASIF fasse faillite, Kojazor fasse faillite rapidement. Nous sommes en cela très aidés par la Claims Conference qui reçoit les fonds d'Allemagne. Je dirais, la quasi-totalité des fonds que nous pouvons distribuer viennent à ce moment-là, c'est des fonds allemands à travers la Claims qui nous arrivent comme ça. On parle à nouveau de cette période de la Shoah. J'ai été plus qu'ému en lisant ce passage sur l'hôpital de Rothschild. Pendant la période de la Shoah, on nous raconte quelque chose d'absolument incroyable, où notamment Claire Ehmann et d'autres qui étaient avec elle ont été capables de mettre en place un réseau de sauvegarde pour notamment les enfants nouveau-nés qui faisaient passer pour morts et qui arrivaient à être sortis de l'hôpital pour être dans des familles. Comment est-ce que vous vivez en tant que de Rothschild cette chance? Tous les biens de la famille ont été tous complètement, je dirais, nationalisés, que ce soit la banque, que ce soit nos vignobles, que ce soit nos hôpitaux, nos orphelinats, tout ça a été repris en main par Vichy. Et l'hôpital a été notamment, à ce moment-là, immédiatement, c'est devenu une annexe de Drancy, où Drancy, quand il y avait des personnes extrêmement, dans le fond, malades, ou des femmes enceintes, etc., les envoyer pour accoucher à l'hôpital rue de Picpus. Et donc, ce n'était absolument plus du tout dans la... D'abord, mon père était prisonnier de guerre, mon père, mon oncle, ma mère a réussi à s'échapper de France et arriver en Amérique, etc., où je suis né. La famille ne pouvait rien faire. Je pense que le GIF ne pouvait rien faire non plus dans ce genre. Et il y a une fameuse photo de l'hôpital entouré de barbelés. Président, après la période que nous avons vécue, de pandémie, de Covid, on parle de chiffres effroyables, d'1 million de personnes qui seraient au seuil de pauvreté. Dans la communauté aussi, bien évidemment, 10 000 personnes, peut-être plus, peut-être moins, mais c'est quelque chose d'absolument effroyable. Comment est-ce que la fondation Kasip Kojazor va être en mesure de se réinventer encore une fois pour aider toutes ces personnes? D'abord, pour pouvoir aider, il faut le nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tout un ensemble d'entités ont contribué et nous avons créé ce fonds Myriam, qu'on a appelé Myriam. Ça m'a d'ailleurs permis de revenir sur la vie de Myriam. Et pendant l'exil et l'exode, sa position très,
très importante. Le fonds qu'on a voulu appeler Myriam, parce que justement c'est un fonds de générosité, va permettre à ce moment-là d'apporter aux entités sociales, que ce soit le CASIP Kojazor, que ce soit l'OSE, que ce soit toutes ces entités-là, également aux écoles, car les écoles vont subir des problèmes souvent qui viennent du fait qu'ils auront de plus en plus de personnes qui auront besoin d'avoir des bourses. C'est-à-dire l'école n'a peut-être pas souffert, mais demain, elle souffrira parce qu'il y aura 20-30% de plus de personnes qui viendront et diront « j'ai besoin d'une bourse ». Et donc, tout ce genre de soutien que l'on peut faire pourra être financé par ce fonds Myriam, qui est un fonds malgré tout important et dans lequel, que ce soit la FMS et la Fondation Rothschild, nous avons voulu vraiment lui donner une taille suffisante pour qu'on puisse vraiment faire face matériellement, sérieusement à ces problèmes. Donc, on en est là, mais on sait que les CASIP, les fondations de Rothschild, les autres, les OSE, toutes les autres, les OPEJ, toutes ces entités-là auront des problèmes et auront plus de personnes qui viendront leur demander secours et donc elles pourront être aidées pour faire ces choses. Il faut, moi je suis pour la professionnalisation. Je trouve que quand on est une entité qui est donatrice, comme la FMS ou comme la fondation Rothschild, qui a de l'immobilier, etc., il ne faut pas essayer de faire à la place de l'autre. Il faut laisser les entités professionnelles travailler et faire leur boulot. Et donc, nous distribuerons de l'argent, mais nous ne ferons pas le travail des autres en aucune façon. C'est vraiment là, je dirais, le leitmotiv que j'ai d'une façon générale. Et on voit au niveau, d'ailleurs, que ce soit au niveau des EHPAD, que ce soit au niveau des services sociaux, etc., c'est devenu aujourd'hui des entités qui sont, mais vraiment, qui ont la complication de la vie sociale, des aides sociales que l'on peut avoir, etc. La complication de ces choses, le labyrinthe à travers lequel il faut que quelqu'un qui est en demande puisse naviguer est absolument terrifiant. Et on a besoin d'avoir ces assistantes sociales qui, à ce moment-là, prennent la personne en main et l'aident à naviguer. Émergence pour les personnes en situation de problèmes mentaux, etc. C'est un exemple. Nous voulons d'ailleurs en créer, on est en train, au niveau du CASIP, de travailler sur des entités de ce genre qui aideront les personnes à naviguer et les acteurs de terrain dont on a donc extrêmement besoin là. Président, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir déjà cette construction et cette évolution du CBIP, de la Fondation CASIP Kojazor. Merci pour votre investissement au quotidien, pour toutes ces familles qui ont besoin effectivement de cette aide pour pouvoir continuer à vivre comme il se doit, dans les conditions les plus nobles possibles. Vous l'aurez compris, la communauté juive donne une importance particulière à ces piliers d'entraide, de regard, de prise en considération de la place de l'autre. Et c'est à travers cela, effectivement, que nous pouvons, aux côtés de la société, continuer à avancer pour aider l'ensemble de ces familles. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Vous pouvez nous retrouver sur l'application France TV pour retrouver notre entretien avec le président Éric de Rothschild. Passez un bon dimanche et à très bientôt.